Bon, on a quelques chanteurs les gars. C'est une des raisons principales pour laquelle je pars seul, parce que personne ne supporterait bien longtemps mes chansons. Pourquoi pas? Avec un peu d'entraînement. Et peut-être, il faut que j'y retourne, que je fasse des cours encore avec les singes hurleurs. C'est ça, les chœurs. Alors justement, ce serait à refaire. Qu'est-ce que tu changerais dans cette expédition? Parce qu'elle te tenait à cœur, mais on voit bien qu'à la fin, tu en tires certaines conclusions. Tu as eu plus de chance qu'on m'offrait, mais il manquait un peu d'expérience. C'est ça, je pense qu'on peut dire ça. Mais la conclusion que j'en retire, c'est que c'est pas une bonne idée d'aller dans la jungle sans rien connaître de la jungle. Donc la majorité des gens comprennent ça avant d'y aller. Moi, il a fallu que j'y aille pour le comprendre. Et donc, comme je dis à la fin du film, parce que moi j'avais appris à pêcher dans une expédition précédente en Alaska, c'était la première fois que je pêchais, mais les rivières en Alaska sont cristallines, quoi, donc on voit les poissons tout de suite, et c'est un des pires endroits où apprendre à pêcher, parce que ça prend en moyenne 1 minute 30 avant d'avoir un poisson au bout de la ligne, et donc je pensais que ce serait la même chose en Amazonie, sauf que les rivières sont moins cristallines que dans le Grand Nord. Et donc il faut avoir des connaissances parce qu'il y en a des poissons, comme vous avez vu à la fin, les Indiens Téco, eux, ils en pêchent des dizaines par jour et ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas besoin d'en prendre plus. Mais il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir dans la jungle. Ce qui me manquait, c'était toutes ces connaissances pour savoir lire la rivière, pour comprendre les fruits qui pouvaient permettre de pêcher des petits poissons, et ensuite les petits poissons qui permettaient d'en attraper des plus gros. Et donc oui, ça a été, pour moi c'est une expédition un peu folle. On dit que l'amour rend aveugle, et je pense que l'amitié peut rendre aussi aveugle. Et moi cette expédition, je me suis pris d'amitié pour Raymond Mauffret, que j'avais jamais connu et que j'ai jamais rencontré évidemment, mais en lisant son carnet que j'ai trouvé par hasard dans une librairie à Paris. J'avais rendez-vous chez le dentiste et j'étais en avance, donc je suis rentré dans une librairie et j'ai trouvé son livre, et en fait je l'ai lu de la première à la dernière ligne, et j'ai complètement oublié le rendez-vous chez le dentiste. J'y suis pas retourné depuis d'ailleurs, et en fait en sortant de la librairie, j'avais pris ma décision d'aller retrouver ce gars-là, quoi, parce que pour moi c'était mon frère et qu'il fallait que j'aille le sauver. Donc c'est vraiment une expédition qui est née de la folie, quoi. Et je pense qu'on le ressent un peu dans le film, et c'est ça qui m'a vraiment foutu en danger, parce que moi c'était ma 4e expédition, celle-ci. Et dans les précédentes, j'ai jamais eu réellement peur pour ma vie, quoi. Donc c'est vraiment la seule où c'est arrivé, et j'espère que ça le restera. Parce que en fait j'ai pas envie de mourir, hein. J'adore vivre moi, et j'adore tout ce qui est vivant, donc c'est vraiment l'inverse que j'essaye de trouver là-bas. Et donc oui, quelques apprentissages en plus en chant, certes, et aussi en pêche et en cueillette et en chasse. Voilà. Je pense, moi ça fait quelques années que je suis aussi spectatrice et maintenant bénévole dans ce festival. Je pense que c'est une des expéditions les plus folles qu'on ait vues. Je ne sais pas si le public est d'accord, c'est une des expéditions où on voit que l'aventurier a pris le plus de risques avec sa vie. Donc effectivement, à ne pas refaire. Alors combien de temps as-tu mis pour te remettre de cette expédition qui, bon, manifestement t'avait vraiment amaigri? J'espère que tu n'as pas attrapé autre chose qui aurait déclenché, parce qu'effectivement on voit ton dos, oui. On voit une bossure. Sur la fiche justement, il y a une petite bosse sur le dos vers le gauche. C'est ce qu'on appelle un ver macaque. C'est une des petites merveilles qu'on peut trouver dans la jungle. Alors il ne se mange pas celui-là. On peut, hein, mais bon, il faut vraiment. Je préfère encore le couac, mais c'est pour dire. Mais c'est des mouches qui capturent des moustiques. Ils prennent en otage les moustiques, les mouches, et elles pondent leurs œufs sur le torse des moustiques. Ensuite, elles libèrent les moustiques, et les moustiques, ensuite, quand ils vous piquent, malgré eux, pondent la larve que la mouche a déposée sur le torse. Et donc, au bout de quelques jours, quelques semaines, il y a des
petite bosse qui commence à apparaître. En fait, c'est la larve de la mouche qui commence à faire sa vie tranquille, à connaître l'adolescence. Et donc, c'était plutôt bien parce que comme j'étais tout seul pendant tous ces jours, et ben là, on était en coloc dans mon corps. Le problème, c'est qu'on avait des rythmes un peu différents. Moi, quand j'allais dormir, il y en a un qui se levait pour aller bouffer, donc ça me réveillait. Enfin, il y avait toute une... ouais, on avait des rythmes de vie assez différents. Et en fait, c'est pas dangereux, hein, c'est juste que des fois ça peut démanger, ça peut gratter, etc. Mais au bout de 3 semaines, un mois, normalement, la larve quitte le corps pour devenir une mouche réellement. Et donc le danger, ce serait plutôt d'essayer de retirer ce truc-là si on n'a pas les outils pour, ou si on ne sait pas comment le faire, parce que là, on peut s'infecter, on peut se faire une plaie, etc. Et ça peut être grave. Et donc moi, j'ai laissé mes 2 compagnons tranquilles, et c'est les Indiens Teco que j'ai vus à la fin qui me les ont enlevés. En fait, leur technique, c'est qu'ils mettent de la sève d'un arbre sur le petit trou par lequel l'arbre respire, et ça l'asphyxie toute la nuit, et puis le matin, on enlève la sève, et puis la larve a envie de respirer. Et à ce moment-là, ils ont appuyé sur la boule et la larve a sauté comme un bouchon de champagne. Et j'espère qu'elle est ensuite devenue une mouche et qu'elle a volé librement ses propres ailes. C'était pas le meilleur départ dans sa vie de commencer dans mon bras, parce qu'il n'y a pas grand-chose à bouffer. Mais voilà l'histoire de ce dos avec cette boule sur le côté. Et après, donc, combien de temps as-tu récupéré de ton énergie normale? Ça m'a pris... Je suis resté après une semaine au village de Camopi manger du poisson. À manger du poisson, de l'iguane, tout ce qui peut se mettre en réalité. D'ailleurs, il y avait une épicerie et j'y suis allé et j'ai acheté pour 80 € de biscuits et de chips et ma carte ne marchait pas. Et j'ai très vite fait comprendre aux vendeurs que quoi qu'il arrive, je ressortirais de cette épicerie avec les biscuits et tout ça, et que je trouverais un moyen de donner des sous à un moment, quoi, mais que j'en avais besoin, quoi. Et donc on bouffe sans arrêt, quoi, à ce moment-là. Pas de pizza? Et j'ai pas trouvé de pizza à Cadopi, j'en ai trouvé plus tard. Mais oui, moi, mes préparations pré-expédition, parce que je suis pas très sportif, je déteste le sport, je suis très mauvais avec tout ça, donc ma préparation physique en amont, ça va être au contraire de bouffer le plus possible. Et à ça, je suis excellent. Donc je suis capable de bouffer des choux à la crème sans m'arrêter pendant un temps assez important, et ça me permet d'avoir des kilos que je peux ensuite perdre dans l'expédition. Et je reprends cette technique à mon retour d'expédition. Et oui, donc ça passe par s'empiffrer et ensuite de réussir à se calmer. Parce qu'en fait, votre cerveau, même à un moment quand on a bouffé 27 paquets de biscuits, physiquement, on n'a plus besoin d'en bouffer un 28e, quoi, mais le cerveau n'y croit pas. Donc on a toujours envie de bouffer. Ça dure, je pense, pendant 5 jours, 7 jours, et après on se calme. Ouais. À quel moment, parce que très rapidement, finalement, la peur s'installe en toi. Comme tu disais, pour la première fois de tes expéditions, c'est la première fois que tu avais réellement peur. À quel moment elle t'a quitté? Lorsque tu as vu la pirogue arriver avec les pêcheurs, ou t'as mis du temps à réaliser la peur, que tu avais terminé vivant? La peur, elle est présente en fait à chaque expédition, mais elle est présente avant l'expédition ou alors les premiers jours de l'expédition. Et ça a été le cas dans toutes les expéditions que j'ai fait avant. Et des fois, une peur qui peut rendre fou. Quand je suis... le film que j'avais passé ici il y a 3 ans, je crois, qui était en Himalaya, quand j'ai découvert pour la première fois ces montagnes immenses et terrifiantes, parce que moi, j'avais jamais fait de montagne. Et quand j'ai vu ces sommets terribles, je me suis dit que j'aurais dû déjà commencer par le Massif central pour voir comment ça se passait. Et j'ai été tétanisé et j'en suis même venu à espérer qu'une guerre éclate entre le Pakistan et l'Inde pour avoir une bonne raison pour rentrer à la maison, quoi. Donc pour vous dire le niveau de folie. Et ensuite, les premiers jours de l'expédition, la peur reste là, mais c'est l'irrationalité en tout cas qui quitte la peur. Et donc la peur s'apaise et elle est là que pour les vraies choses où on a raison d'avoir peur. Parce que si on rencontre un grizzly par exemple et qu'on n'a aucune peur, c'est pas une bonne idée parce qu'on va vouloir courir vers lui, le serrer dans ses bras. Et il faut avoir peur quand on voit. Celui qui faisait toc-toc, oui, voilà, par exemple. Ouais. Mais en tout cas, l'irrationalité quitte peu à peu la peur, et puis surtout on comprend au fur et à mesure des pas, des kilomètres et des jours
le lieu dans lequel on se trouve, on commence à comprendre les règles, on s'y soumet, et puis on réalise assez rapidement qu'on est dans un des endroits les plus magnifiques de la planète, et donc ensuite c'est la joie qui fait davantage place et l'émerveillement à la peur. Là, la différence, c'est que c'est une expédition qui était assez unique dans le sens où j'avais aucun plan B, parce que la condition de ma mère et de mon père pour que je fasse ça de ma vie, c'était d'avoir un téléphone satellite. Et il s'avère qu'en Amazonie, ça sert à rien parce que sous les arbres, ça capte pas. Et je savais aussi que j'allais rencontrer absolument aucune présence humaine pendant toute l'expédition, pendant 46 jours. Et ça, c'était aussi une première dans toutes les expéditions que j'avais réalisées. Et donc, je savais que c'était, comme le dit Maufray, c'était soit y arriver, soit crever, quoi. Et j'y suis arrivé, et j'en suis bien content. Mais donc, contrairement aux autres expéditions, la peur a été vraiment présente, je pense, jusqu'au moment où j'ai réussi à construire ce radeau. Et en fait, jusqu'au moment où j'ai réussi à passer à l'étape auquel Raymond Maufray, qui a été fatale à Raymond Maufray. Et là, j'ai eu l'impression, et surtout, c'était pas la première fois que je descendais une rivière, parce que je sais pas si vous avez compris, mais la rivière Waki, au début, avec la pirogue, je la remonte, quoi, ce qui est une idée complètement absurde, parce que c'est beaucoup plus simple de descendre des rivières avec le courant. Donc là, pendant 18 jours, j'ai dû me battre contre le courant, et c'était très physique, et c'était psychologiquement très difficile, alors qu'une fois que j'ai fait ce radeau, je pouvais, vraiment, c'était le courant, mon moteur, et puis surtout au fur et à mesure la rivière s'élargissait, et puis c'est une des parties de l'expédition où j'ai vu le plus d'animaux aussi, et donc il y avait vraiment une sorte de schizophrénie entre la nuit et la journée à cette partie de l'expédition, où j'étais le plus heureux des hommes la journée parce que je voyais des choses incroyables, des caïmans, des loutres, des iguanes. Les iguanes, ils ont une technique très bizarre, c'est dès qu'ils vous voient apparaître, ils sont perchés à 20 mètres, 30 mètres dans les arbres, et dès qu'ils vous voient apparaître, leur technique qu'ils ont élaborée pour survivre, c'est de se jeter dans la rivière, et ça fait un immense splash, et donc moi je les voyais jamais avant qu'ils fassent ça, donc j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était pas du tout nécessaire, et que c'était plus dangereux en fait, parce que c'est comme ça que je les voyais, alors qu'avant ça je les voyais pas du tout. Et donc j'étais accompagné par tous ces animaux qui me donnaient beaucoup de courage et qui me donnaient beaucoup de joie à être à cet endroit-là. Et ensuite la nuit tombait, et la nuit c'était un cauchemar. C'est pour ça que je disais que mes journées étaient plus belles, que mes rêves, parce que mes rêves c'était, comme j'ai dit, c'était la tartiflette et les concombres. Et donc c'est pas des beaux rêves toute la nuit, quoi. Et donc ouais, la peur a commencé à se calmer, sachant aussi que je m'affaiblissais de plus en plus aussi à ce moment-là, quoi. Donc il y avait vraiment ces deux aspects du jour et de la nuit qui cohabitaient un peu ensemble. Et oui, quand j'ai entendu ce bruit de moteur, moi qui vais le plus loin possible pour éviter toutes sortes de bruits de moteur, c'est vrai que ça a été une berceuse à mes oreilles. Là, il te restait combien de temps encore à faire, logiquement ça va... Je pense qu'il me restait quelque chose comme une semaine pour atteindre les premières maisons du bourg de Camopi, 6 jours, une semaine, quelque chose comme ça. Mais en même temps, le plus je m'approchais du bourg de Camopi, le plus j'avais de chances de croiser des gens qui allaient pêcher, chasser, etc. Parce que souvent, les gens pensent il y a des gens qui ont pensé qu'il y avait un rendez-vous. Mais non, il n'y avait pas de rendez-vous, c'était la première fois que je les voyais, mais encore une fois, le plus je m'approchais du village, et le plus il y avait de chances que des villageois soient dans le coin, et ça a été le cas. Bon, heureusement. On va demander au public, peut-être qu'ils ont quelques questions, il y en a une devant déjà. Bonjour, moi je suis impressionné bien sûr. Ma question c'est comment tu fais pour t'orienter, parce qu'on n'est pas sur un GR, enfin pour moi tout ça est absolument incroyable. Donc, comment tu fais pour t'orienter, à quel moment tu te rends compte éventuellement que tu te perds, et puis éventuellement la peur des animaux, parce que bon, tu as l'air de dire que c'est tes amis, mais enfin moi il m'impressionnerait aussi. Pour me diriger, c'était une des expéditions où j'avais les cartes les plus précises, parce que ça fait partie du territoire français. Le territoire français est très bien cartographié, donc j'avais des cartes 1 cm, 1 km, quoi. Et donc ça c'était très pratique, et sinon en fait pour pas se perdre, les 2 tiers d'expédition étaient sur des rivières, donc la seule partie de l'expédition où c'était possible de se perdre véritablement, c'était quand j'étais dans la jungle, dans la forêt à pied. Et donc là les cartes m'étaient utiles, la boussole m'était utile, et chaque soir j'avais
un petit GPS qui m'indiquait juste les coordonnées en fait de ma position. Et j'arrivais à capter un jour sur 2 ou un jour sur 3, ça dépendait de la couverture au-dessus de moi. Et donc ça me permettait de comprendre exactement où j'étais. Puis ensuite, il y a toutes les criques, toutes les petites rivières que je passais. Et ça, je pouvais les compter pour ensuite comprendre où est-ce que j'étais sur la carte. Mais ça a l'air très facile sur la carte. On dirait que c'est très accueillant. Tout est bien vert, tout est à sa place, etc. Et en réalité, par exemple, la rivière Tamouri, où j'ai construit le radeau, j'ai tourné en rond pendant des heures et des heures pour finalement la trouver, alors que j'étais à quelques dizaines, centaines de mètres de celle-ci, parce que il y a des moments où on ne voit pas plus, à pas plus de 10 mètres autour de soi. Donc voilà, et puis je faisais vraiment attention de jamais m'éloigner de mon camp, de jamais m'éloigner trop de mon sac, parce que on peut vraiment facilement se perdre, et là c'est terminé, quoi. Et pour les bêtes, moi en tout cas l'expérience que j'ai depuis en gros 10 ans que je fais ça, c'est que les bêtes qui ont le moins peur de nous et qui sont le plus aptes à vous attaquer, c'est les plus petites. À savoir, par exemple en Amazonie, c'était les vers macaques, les fourmis, les moustiques. C'est eux qui ont voulu me dévorer toutes ces semaines. Alors que les gros qui nous font peur le plus souvent, en fait il s'avère qu'ils ont peur de nous aussi. Parce qu'on est quand même des gros animaux nous-mêmes, et donc s'ils ont l'opportunité de s'éloigner de nous et de s'échapper, ils le feront, et il peut y avoir des problèmes si on leur laisse pas le choix ou si on marche dessus, etc. Donc oui, il faut frapper des pieds quand on marche dans la jungle et qu'on voit rien où on met les pieds. Mais ouais, l'anaconda, il a eu peur de moi, quoi. Donc on se sent c'est très flatteur, même quand souvent les grizzlies ont peur de nous, et c'est très flatteur. Moi, être humain de 61 kilos à mon plus gros, de faire fuir une bête de 400 kilos qui pourrait mettre fin à mes jours avec une pichenette de son orteil gauche, et on se sent costaud, quoi. Et en revanche, encore une fois, les plus petites bêtes, on les impressionne pas du tout, et elles vous attaqueront inlassablement. Moi, j'ai une vénération, autant qu'une haine du moustique. Je suis très impressionné par l'abnégation et la détermination de ce petit être à vous pourrir la vie et à nous dévorer. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer du moustique. Ça peut faire l'objet d'un prochain... Un traité du moustique. Une question tout d'abord, je voudrais te remercier pour ce plus beau documentaire que j'ai vu depuis plus de 10 ans et qui m'a beaucoup plu. J'ai même acheté ton DVD avant de voir le film, donc j'avais tout à fait confiance à ce documentaire. En tous les cas, c'est une énergie absolument sublime que tu as eue, beaucoup de volonté. Et il faut toujours de l'inconscience pour arriver à faire des choses, parce que si on réfléchit à tout ce qu'il faut faire, je pense qu'on y arrive ou on n'y arrive pas, quoi. Mais avec l'énergie que tu avais, on peut qu'y croire. Alors, concernant l'inconscience, torse nu aussi, dans la jungle, c'est prendre des risques, rien sur la tête. Alors peut-être que c'était pas volontaire, mais voilà, c'est une question. Aussi la ficelle qui t'a sauvé pour faire un radeau, alors il faut trouver des lianes. Et puis, cette inconscience aussi, comment dirais-je, on doit pouvoir manger des fruits peut-être dans la jungle, se renseigner un petit peu avant. Pas forcément, tu y allais un petit peu comme ça à l'aventure de la jeunesse, de la folie, et c'est ce qui fait la vie. Et bravo encore pour tout ça, quoi. J'aurais plein d'autres questions, mais ça m'a beaucoup ému en tous les cas. Et j'ai bien envie de partir avec toi dans une aventure. Je t'en ai parlé même avant de voir le film, car je sens les énergies comme ça. Merci en tous les cas. Merci pour tout ce que tu dis. Et pour répondre à tes questions, j'avais un bob, on le voit dans les premières scènes du film, et j'avais aussi des lunettes de soleil. Et c'est deux objets aussi qui ont coulé pendant le naufrage. Il y avait la rame, la machette, le bob et les lunettes. Donc voilà, et le t-shirt, j'en ai un, c'est juste que à la fin il est en lambeaux le truc, quoi. Et comme je suis le plus clair de mon temps dans l'eau, et que voilà, et ben c'est vrai que j'étais souvent presque nu dans la jungle. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de ce détail-là si jamais on finit par faire une expédition ensemble. On trouve un attirail quand même. Il y a des grandes feuilles. Des grandes feuilles, on va voir des grandes feuilles.
Et c'était quoi les autres questions? Je m'en souviens plus. Oh, la ficelle. Ouais, la ficelle, bah là, les fruits. Les fruits, j'en ai trouvé. En fait, j'avais un petit livre quand même des plantes comestibles et des fruits comestibles dans la jungle. C'est juste qu'il y en a des dizaines de milliers et mon livre faisait 70 pages. Donc, il fallait avoir un sacrée chance pour trouver ceux qui étaient là, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé plein de fruits. Et alors, la technique, c'est quand on ne connaît pas le fruit, c'est de le mettre juste sur la lèvre, attendre une demi-heure, voir si ça fait quelque chose, des picotements ou quelque chose. Ensuite, s'il n'y a rien, en croquer un tout petit bout. Pareil, attendre une demi-heure. Et ensuite, on peut faire comme ça, donc par étapes. Donc moi, à un moment, je suis tombé sur un arbre avec des grands fruits qui ressemblaient à des avocats. Et dedans, il y avait plein de petits fruits qui avaient un peu le goût de litchi. Et donc, j'ai fait cette technique. J'ai touché sur la lèvre. Et en fait, 15 minutes plus tard, il y avait 6 avocats complètement vidés autour de moi parce que j'étais incapable d'attendre plus que 37 secondes. Et donc j'ai bouffé tous ces fruits et ils m'ont pas rendu malade. Donc ça a été une des fois où j'ai réussi à me nourrir à peu près. Et c'est surtout après avec les Indiens Teco que, en fait, j'ai eu l'impression de mieux comprendre la jungle pendant les 2 semaines que j'ai passées avec eux que pendant les 46 jours où j'étais tout seul, parce que ils ont vraiment, ils voient la forêt comme on peut lire un visage. Donc ils voient les expressions, ils voient les détails, ils voient des rides, ils voient un sourire, ils voient les pupilles. Enfin, ils arrivent à lire tout ce paysage où moi et nous autres civilisés voyons un amas de végétation assez uniforme. Eux, ils arrivent à distinguer toutes sortes de déclinaisons de couleurs, ils entendent des sons, ils sentent des odeurs, tous ces sens qui sont qu'on a toujours eu, nous, espèces humaines, quand on habitait dans ces environnements-là, où on avait une connaissance accrue de là où on habitait, et qu'on a perdu assez récemment, en fait, dans l'histoire humaine. Et eux ont encore ces instincts et ces sens-là, les instincts oubliés que Raymond Mauffret a essayé de retrouver. Et donc c'était incroyable de comprendre la jungle à leur côté. Et c'est là où on comprend que ce qui m'a mis en danger, c'est certainement pas la jungle, et c'est certainement pas la jungle qui est hostile ou qui est dangereuse, et que le seul danger, c'était mon ignorance et le fait que je sache pas m'occuper de moi-même dans cet environnement-là, quoi. Parce que eux, ils arrivent à vivre pleinement, et moi, je n'ai fait que survivre. Voilà. Et sinon, pour la corde, moi, c'est des choses que j'emporte à chaque fois en expédition, de la corde. Et ça m'était surtout utile au début quand j'étais en pirogue et que je remontais la rivière Waki, parce qu'il y avait des moments où je ne pouvais pas tracter la pirogue parce que l'eau était trop profonde, le courant était trop important, le rapide trop violent, etc. Et donc là, j'arrivais à poser la pirogue sur un rocher, réussir à nager en amont de la rivière et ensuite tracter ma pirogue avec la corde. Donc ouais, de la ficelle et de la corde, c'est toujours quelque chose que je prends. Et ta chambre à air, c'était pourquoi? Et ma chambre à air, alors une autre idée un peu débile de ma part, c'est que mon objectif c'était, parce qu'en Himalaya j'ai descendu une rivière avec des chambres à air de pneus, et ensuite j'ai fait un radeau, mais en tout cas donc j'avais des 2 gros boudins. J'ai essayé d'en trouver partout à Cayenne et ils m'ont expliqué qu'en fait ça n'existait plus les chambres à air de pneus et que maintenant les pneus c'était inclus dedans, quoi. Et donc je me suis retrouvé avec des chambres à air de brouettes et de VTT, c'est les seules choses que j'ai trouvées. Et donc mon plan c'était de descendre la rivière avec. Mais comme j'avais rien pour les gonfler, je les ai gonflés en amont. Et à peu près au bout de 12 mètres de marche dans la jungle, il y avait une couronne d'épines qui était plantée. Donc voilà, le projet n'a pas abouti. Donc j'ai trouvé du bambou à la place. Il y a une question là-haut, il y en a une là. Est-ce que le micro peut aller jusque là-haut? En attendant que le micro il monte, un petit complément d'information sur ton alimentation. Je pense que le riz, les pâtes et la farine, ça ne se trouve pas dans la jungle. Tu es parti avec quelle quantité avec toi? En moyenne, j'avais 100 grammes de nourriture pendant 46 jours. Donc, ouais, riz blanc, couac et douillet. En fait, et j'aurais pu prendre beaucoup plus, parce que surtout qu'au début, j'étais en pirogue, donc j'aurais pu prendre quantité de tablettes de chocolat et de boîtes de sardines et tout ça, quoi. Mais je pense que... encore une fois, c'était de la folie, cette expédition, et dans cet élan-là, j'avais envie de connaître, de me rapprocher le plus possible, le plus fidèlement, ce qu'avait vécu Raymond Mauffret. Et aussi, moi, souvent, je pars dans ces conditions pour me forcer à devoir trouver ma propre subsistance dans l'endroit où je vais, ce que j'avais réussi à faire, notamment en Alaska. Et là, ça a été différent.
Mais oui, en moyenne, c'était 100 grammes de riz blanc ou de couac ou de coquillettes par jour. J'ai perdu 15 kilos. Donc s'il y en a qui cherchent un régime très efficace, c'est la bonne méthode, sans conteste. Il y avait une question là-haut. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quel goût ça a, le couac. Mais le couac, en fait, c'est très bon. C'est juste que le mien était périmé. Et en plus, il a pris l'humidité pendant toute l'expédition, donc il était encore plus périmé. Je l'ai déjà acheté un peu périmé, et puis il était encore plus périmé à la fin. Et donc, c'était un goût assez... J'ai dû sortir de la salle quand j'ai vu cette scène, parce que c'est insoutenable pour moi. J'allais dégueuler partout, quoi. Donc, je vous ai évité ça. Mais c'est toujours très présent, quoi, comme sensation. Mais après, j'en ai remangé avec les Indiens, qui n'étaient pas périmés celui-là. Et c'était très bon. Et en fait, eux, c'est le pain qu'ils ont là-bas. Et ça leur sert aussi de farine, etc. Et ça accompagne à peu près tous les plats de poisson, de viande, etc. Et donc, je voulais pas faire une mauvaise réputation au couac. C'est un très bon aliment. Autant faut jusqu'à ce qu'il soit périmé, encore une fois. Voilà. Alors, je voulais savoir, en attendant une autre question, il y en a une sur la gauche, là, si le micro peut aller... Ah, on prendra peut-être juste la dernière question. C'est la musique de Kaamelott, ce truc-là. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là, oui. Alors, juste avant qu'on ne prenne la question, tu fais partie de la Société des explorateurs, officiellement. Oui. Qu'est-ce que c'est cette société? C'est une société qui essaye de promouvoir l'exploration du monde, que ce soit scientifique ou par des aventures de ce type-là, et qui essaye d'en parler un peu partout en France. Et en fait, moi, j'avais fait cette demande de faire partie de la Société des explorateurs français parce qu'il fallait toutes sortes de permis pour aller en Guyane. Parce que c'est le plus grand territoire français où il n'y a pas de libre circulation, c'est-à-dire que la moitié de la Guyane n'est accessible qu'avec des permis ou n'est pas accessible du tout. Et donc moi je me suis dit que j'aurais plus de légitimité si j'avais ce truc de société d'explorateurs. Et en fait j'ai pas utilisé parce que j'ai dû écrire une lettre au préfet pour lui demander une autorisation et tout ça, mais je leur ai menti, je leur ai dit que j'allais faire une petite balade de santé de 1 semaine au maximum et que je reviendrai après, etc. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir le permis et je me suis dit que de toute façon personne viendrait me chercher une fois que je serais là-dedans, quoi. Et c'est une personne qui est venue me chercher. Mais voilà, et puis en fait, donc, dans ce genre de festival, on peut se rencontrer différents membres de la Société d'explorateurs. Il y en a beaucoup qui sont réalisateurs ou écrivains et on arrive à se rencontrer notamment dans des festivals comme ici ou ailleurs. Une petite question rapide. Tu as dit que tu as emmené en provision. Et combien pesait ton sac à dos à peu près au départ de tes parties? Avec la nourriture, je pense qu'il devait peser 22 kilos, quelque chose comme ça. Mais après, quand j'ai commencé la marche, il était un peu moins lourd parce que j'avais déjà mangé quelques kilos de riz blanc et de coquillettes. Et voilà. Et puis j'avais aussi rapporté, je sais pas, 1 kilo de sel et je me suis délesté du sel assez rapidement les premiers jours de marche parce que c'était trop lourd. Voilà. Les pêcheurs qui t'ont recueilli, ont-ils compris d'où tu venais? Et comment tu as communiqué avec eux? Ils étaient très étonnés. Après, c'est des peuples qui sont assez avares de paroles et de gestes inutiles, et donc des fois c'est dur de savoir ce qu'ils pensent. Mais en fait, après, ils m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais un orpailleur brésilien qui s'était paumé et voilà, qui cherchait de l'aide, quoi. Et c'est ça qu'ils pensaient, puis après je leur ai expliqué que... Et ils parlaient français en fait, parce que maintenant les peuples premiers qui habitent en Guyane, tous les enfants ils doivent aller à l'école, etc. Et donc toutes les jeunes générations parlent français. Entre eux, ils parlent leur langue, donc le Wayana ou le Tego. Et donc je pouvais quand même parler avec eux en français. Merci beaucoup à tous. Hein. Et s'il y a d'autres questions,